Salut tout le monde, la NBA ne s'arrête jamais, même pendant les fêtes, ni First Team. Et oui, quelle chance, on est encore là aujourd'hui pour parler NBA et parler d'un mec, de notre digne représentant, Victor Wembanyama. Thomas et Théo sont toujours là. Thomas, évidemment, t'es là en tant que pilier. Et puis Théo, on tire un peu sur ton 10-day contract là. Hein. Tu fais pas mal d'émissions là. Contractière là, je suis prêt à tout. Hein, tu sais, Moi en pilier, lui en talonneur, c'est ça qui est magnifique, bravo. On va bien commencer l'année 2025 après ça. On reparle de Victor, on l'avait fait l'année dernière. Bon, ça va devenir un peu notre marronnier, ça. On va parler de Victor un peu en décembre chaque année, non ? Je nous le souhaite, ça veut dire que Victor continuera de progresser, d'être toujours l'un des joueurs qui compte le plus en NBA. Et cette saison 2 va dans ce sens-là. Dès que Victor fait quelque chose de bien, tout le monde en parle. Quand je dis tout le monde, c'est pas nous les petits Français, c'est partout sur les réseaux, aux États-Unis et tout. Donc, ouais, il s'est inscrit déjà parmi les stars de la NBA, tout simplement. La question aujourd'hui autour de Victor Wembanyama, c'est est-ce que Victor fait une saison de All-Star ? On va prendre le temps d'y répondre dans cette émission. Vous pouvez déjà répondre en commentaire. Est-ce que pour vous, il doit être All-Star Game ? Oui ou non ? Ça me paraît assez simple de répondre à cette question. Les gars, on va commencer cette vidéo par un petit état des lieux de la saison de Victor Wembanyama, donc sa saison sophomore. D'un point de vue statistique, c'est une belle saison, hein, 23,6 points, 10,3 rebonds, 3,3 blocs, c'est le leader en NBA, plus de 47% au shoot et puis 33% à 3 points. Les gars, d'un point de vue très factuel, on est d'accord qu'on est sur une progression par rapport à la saison rookie ? Alors, pas dans les stats. C'est ça qui est fou, c'est que oui, il marque plus de points, il était à 21, il est à 23 cette année. Dans les stats, il est sensiblement au même nombre de rebonds, il est sensiblement au même nombre de contres. Il est à peu près dans la même adresse. Il est à 45% l'année dernière. Il est à 32%, il était à 32% l'année dernière, il est à 33% cette année. La grande différence, c'est que d'un point de vue factuel, ça n'a pas trop bougé. D'un point de vue du style, tout a changé. Et ça, c'est un truc qui nous a tous sauté aux yeux dès les premiers instants de cette saison NBA, qu'il a commencé un peu doucement, on s'en souvient. Il a galéré à rentrer dans sa saison NBA comme beaucoup de mecs qui ont fait les JO. Il y avait peut-être de la fatigue, de l'usure mentale, je sais pas, mais il a fallu 2 semaines pour qu'il commence à élever son niveau. Et comme de par hasard, là, on a senti tout le poids qu'il avait. Mais on a senti aussi ce changement d'identité, en fait, de Victor. Il est passé d'un poste 5 pouvant shooter à 3 points, même si je shootais déjà à 3 points, à un poste 5 qui veut d'abord shooter à 3 points. On a eu des très bons, des très hauts, à partir du moment où ça s'est mis en place. Puis on a eu des moments, là, ces derniers temps, où il a un peu plus galéré. Donc, moi, la première chose, au-delà des stats, c'est vraiment le style de Victor qui a changé. C'est que, il a envie de dominer par le 3 points. Oui, non, ça c'est clair. On se rappelle de toutes les critiques qu'il y avait autour de son début de saison là-dessus, en lui reprochant de prendre trop de tirs à 3 points. Là, on voit que les pourcentages se sont quand même lissés. Hein. C'est pas aussi. On savait qu'il resterait pas à des pourcentages aussi faibles. Ce que je trouve là où je pense que c'est une progression malgré tout, c'est que c'est sa deuxième saison, quoi. Et que souvent la deuxième saison, c'est la saison qui est dure pour des rookies qui partent très haut. Lui aussi, il est parti tellement haut qu'on s'attendait forcément. Il n'avait pas doublé ses stats sur sa deuxième saison NBA. Et la grosse différence, c'est que maintenant, chaque équipe qui joue San Antonio, elle a un plan de jeu spécifiquement où il y a son nom qui est en haut de chaque colonne en disant voilà ce qu'il faut qu'on fasse en attaque, ce qu'il faut qu'on fasse en défense face à Victor Wembanyama. Et malgré tout, il affiche des statistiques qui sont, même si c'est à la marge, meilleures que l'année précédente. Oui. Donc pour moi, c'est malgré tout une progression. J'ai envie de prendre les 10 derniers matchs qu'il a joués parce que pour moi, c'est encore plus criant sur sa progression. Sur ces 10 derniers matchs, il est à 28 points de moyenne, à 50% au shoot. Alors, évidemment, il prend énormément de 3 points. Tu l'as dit, 10,3 3 points, c'est des stats à la Stephen Curry. 10 3 points par match, c'est énorme. Mais c'est bizarre de dire ça, mais je le sens un peu plus proche du texte quand même. On sent qu'il sait plus que l'année dernière, c'est évident. Là où il est fort, là où il est bon, il y a des systèmes pour lui. Je le sens un peu plus juste. Mais il est plus juste. Ce qui est dans sa progression, il a évidemment progressé. Dans sa progression, ce qui est intéressant, c'est que les matchs ne dépendent que de lui. On a vu des matchs contre Houston, par exemple, où Dylan Brooks il est rentré dans l'art, où il l'a fait sortir de tous ces endroits préférentiels. Mais ce qu'on voit, la constante là de cette deuxième, à partir du mois de novembre, on va dire, c'est que les matchs dépendent de si lui est dans un bon jour ou dans un mauvais jour. Et les mauvais jours, ils arrivent très rarement. On se souvient d'un match il n'y a pas longtemps, là, il est à 1 sur 7 à 3 points, il est quand même en 20, 12 et 7 contre. Donc Victor Wembanyama est déjà tellement fort que c'est pas les défenses qui pèsent sur lui. On est encore loin des playoffs, là on est encore dans l'adaptation du style de la NBA, du jeu de la saison régulière. On lui demande pas encore d'être si proche du texte que ça par rapport à ce qu'on va lui demander à un moment donné quand il y aura les jeux de playoffs. Mais en tout cas, moi c'est pour ça que je voulais commencer par son identité, c'est que plus rien ne dépend des autres.
son équipe est OK, et quand je dis son équipe, c'est coaching staff, c'est ses coéquipiers, pour qu'il soit dans un excès quelque part des tirs à 3 points. Ce qui est fou, en fait, c'est là que c'est un joueur qui a pas de, il y a quasiment pas d'équivalent. C'est que tu dis tout dépend de lui parce que de toute façon à 3 points. Quel défenseur peut le gêner? Personne peut le gêner, en fait. Donc, Yao Ming, peut-être, mais il joue plus. Et puis, alors, la mobilité de ressortir sur lui, bon courage. Mais ouais, c'est ça qui fait que c'est un joueur complètement hors norme. Moi, j'ai vraiment hâte de voir la deuxième partie de cette saison parce que l'an dernier, moi, le truc le plus fantastique j'ai trouvé de sa saison rookie, c'est la capacité qu'il a eu à progresser sur la deuxième partie de l'exercice, comme s'il avait enregistré toutes les infos dont il avait besoin pour grimper. Et là, j'ai hâte de voir s'il sera capable de rééditer ça. Et effectivement, on l'a vu s'adapter déjà depuis le début de saison et de voir ce que va donner le reste de l'année. Moi, j'ai peu de crainte sur le fait qu'il monte dans les hauteurs qu'on l'imaginait, tu sais, à plus de 25 sur la saison 2. Ouais. J'ai aucune crainte. Les 10 derniers matchs dont tu viens de parler, plusieurs sorties à plus de 30 points. Et puis tous ces matchs où il est à droit, en fait. Dès qu'il est autour des 50% à 3 points, il a plus de 30 points. C'est archi simple de lire aujourd'hui les statistiques de Victor Wembanyama, parce qu'il ajoute toujours à ça, dès que y a une passe en l'air, il y aura toujours alley-oop, un peu d'agressivité vers le cercle. Il y a quand même des choses, des constantes, des basiques, match après match, sur lesquels ses coéquipiers peuvent compter. Et là où je suis d'accord, c'est que mois par mois, tu vois l'évolution. J'ai les stats à la passe, notamment, où en fait, il était à 3 points en octobre, 3,2 en novembre, et aujourd'hui, il a doublé, il est à 6 points en décembre. 6 passes en décembre. Tu le disais, pour ses coéquipiers, en fait, c'est un bonheur parce qu'il crée tellement d'espace et il a quand même cette qualité d'arriver à trouver des angles de passe. Parfois, tu te dis, mais attends, mais comment il l'a vu et tout. Il est en train aussi de progresser sur ce domaine-là. Ouais, il progresse sur le volume. On sait tous que c'est un super passeur. Ouais. Je veux dire, on l'a tous vu, même depuis l'Asvel, au Mets, on voyait déjà que c'était un super passeur. Il a en lui de l'altruisme. Il sait qu'il doit dominer. Une star NBA, ça domine par mettre des points, mettre des tirs, mais tu dois aussi intégrer tous tes coéquipiers. Et je pense que personne ne peut se plaindre de son altruisme. Parfois, je le trouve même trop altruiste. Parfois, il tente des passes à des moments où il faut qu'il continue à prendre le jeu à son compte. Il y a énormément de prises à deux. Franchement, tous les soirs, il est pris à deux. Il a cette envie de rejouer avec le mec qui a bien coupé avec des passes à terre. Il arrive à trouver des passes comme ça dans le dribble de petit, en fait, tout simplement. Il a du déchet sur les passes. Il a beaucoup de déchets sur des petites passes un peu molles et tout ça. C'est des choses qu'on a envie de le voir gommer au fur et à mesure, mais j'en suis pas là dans mes attentes. Ça fait partie de perdre des ballons, il fait partie du top 20 des mecs qui perdent le plus de ballons. Je pense qu'on peut accepter ce degré d'échec tu veux dire dans le jeu, merci, de déchets. Il y a 3,6 pertes de balles pour 3,9 passes. C'est cata, disons-le. Ouais, c'est beaucoup. Le ratio 1-1, il est pas très bon, mais après il est pas meneur de jeu, mais c'est pas grave. Non, c'est clair. Et puis de toute façon, il est encore dans l'apprentissage. Je pense qu'avoir Chris Paul à ses côtés, c'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux, en fait, parce que t'as un super coaching staff et après t'as un mec qui est sur le terrain qui pourrait déjà faire partie du coaching staff et qui va t'apprendre tout ça. Sur vête. Ouais, c'est ça, exactement, en short. Exactement. Donc ça c'est bien. Je pense que ce qu'on est en train de voir déjà, c'est la difficulté, en fait, quand tu es un joueur avec autant de responsabilités, c'est saisir les moments où tu dois jouer pour toi. C'est ce que tu disais, Tom, le moment où tu dois chercher tes partenaires, les moments où il faut pas forcer parce que justement, il faut que tu les impliques, et les moments où il faut que tu forces parce que de toute façon, c'est toi qui as le destin quasiment de ton équipe entre les mains. Et ça, il suffit pas de le savoir, en fait. Il faut l'avoir vécu. Faut l'avoir joué soir après soir pour que ça vienne, et je pense qu'il est en plein dedans déjà, Victor. Est-ce que vous avez accepté? Oui, vas-y. Faut en avoir envie. Je trouve qu'il est encore un peu il refuse encore un peu la maillotche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais parce qu'il est grand, parce que son centre de gravité est très très haut, et qu'en fait c'est chiant pour les très grands là d'avoir des petits qui tapent dans les hanches. Franchement, c'est relou, faut dire la vérité. Hein. Dylan Bruce, Lou Dort, tous les mecs qui sont sous-dimensionnés mais qui sont beaucoup plus costauds, c'est les pires adversaires pour Victor Wembanyama. Les grands, il s'en fout, il va beaucoup plus vite et il tire de loin. Les petits, plutôt frêles, ils peuvent rien faire contre lui. C'est vraiment ce type de défenseurs-là qui vont l'embêter. Mais je me posais une question, je te pose la question à toi, Tom, tu pourras répondre après. Est-ce que ça y est, vous avez accepté le fait qu'il ait pris cette direction vers le 3 points? Moi, je pense que c'est un... En fait, il est lisible comme joueur, et je pense qu'il a un talent, il le sait au fond de lui-même qu'à 3 points, et tu le disais, il n'y a pas de défenseur, donc à un moment donné, s'il est dans un soir d'adresse, pourquoi tu vas lui dire d'arrêter? Et en même temps, si on veut qu'il soit plus proche du texte, et moi, on en parlera dans le défaut pour être All-Star, c'est qu'il y a trop de matchs, pour moi, il est en dessous des 20 points. Et aujourd'hui, quand tu es Victor Wembanyama, tu dois être à tous les soirs au moins 20 points. Si tu es un calibre All-Star, tu dois être tous les soirs à 20 points. Et je trouve que quand il se perd dans le 3 points, il va laisser grappiller des points faciles, parce qu'il y a des points faciles à aller chercher sur la ligne, sur des trucs comme ça.
Moi, je suis pas sûr que ça soit comment dire, une direction définitive, en fait. Je pense que c'est dans son évolution. Et si je regarde un joueur, tu vois, que je vais prendre en comparaison, c'est Dirk Nowitzki, qui a développé un jeu posté tard dans sa carrière, plus tard dans sa carrière. 2004-2005. Voilà. Et qui a commencé à devenir un tueur au niveau de l'elbow. On en parlait récemment au sujet de Giannis. Pour moi, l'avenir de Victor, il est là, en fait. Bien sûr. Il est vraiment là. Et ça veut pas dire qu'il faudra plus qu'il prenne de tir à 3 points, bien entendu. Mais je pense que ça va aussi avec sa maturité en tant que joueur, ça va aussi avec sa maturité physique, parce qu'à l'heure actuelle, il n'a pas forcément effectivement la dureté qu'il aura dans 4-5 ans. Et je parle pas simplement de travail de musculation, il y a aussi simplement le fait de cardio, et puis de devenir un bonhomme, en fait, tout simplement. Là, c'est encore un jeune adulte, quelque part, tu vois. Et ça, je pense que ça va venir, vu sa volonté à progresser, son intelligence. Moi, je m'inquiète pas tant que ça. Je vois plutôt ça comme un pan de l'évolution du joueur qui va devenir, mais pas comme une destination finale. Mais ça reste que 10-3 points, c'est énorme, quoi. Ah oui. Tu vois, il y a quand même des stats, moi, qui sont un peu importantes à mettre en avant. Il y a le nombre de tirs à 3 points, l'évolution dans sa carrière sur le nombre de tirs à 3 points. Je vais vous les donner tout de suite. L'année dernière, en même temps, je dis ça, sur sa carrière, ça fait que c'est sa deuxième année. Parfois, on oublie. Ouais. L'année dernière, il tentait 5,5 tirs à 3 points. Pour 32%. Il en marquait 1,8. Cette année, il est passé à 8,9. Il en marque 3. Donc, il marque un tir à 3 points de plus par match. Ça a une conséquence assez directe, d'après moi, que je trouve très dommageable. C'est son nombre de lancers francs. L'année dernière, il était à 5. 5, c'est pas beaucoup. Cette année, il est à 3,9 tentés. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est passé de 79 à 88% à 3 points. Un mec de 2,24 qui a 80%. Au lancer franc, c'est à 3 points. C'est au faut qu'il en prenne le double de tir. Sacrée saison. Bien sûr, au lancer franc. À titre de comparaison, celui qui tente le plus de lancers francs par match, c'est Giannis, qui a plus de 11. Après, il y a personne qui a plus de 10. Mais je crois que la marge entre 3,5 tirs, enfin, lancers francs tentés dans un match et 4, 5, 6, 7, ça remettrait un petit peu, tu vois, son jeu plus proche de quelques paniers un petit peu plus simples à concrétiser. Est-ce que ça ne viendra pas en trouvant un go-to-move ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il a un go-to-move, Victor ? Non, parce qu'il fait tout, en fait. Moi, c'est mon souhait, vous le savez, je le dis depuis toujours, hein, genre, je souhaite qu'il ait un go-to-move. Alors, quand on dit ça, c'est l'impression, il va faire que ça dans le match. Bah non, il va le placer 4 fois. Ça va faire 3 sur 4, et puis grâce à ça, la défense va faire quelque chose et il pourra faire plein d'autres choses ensuite. Et je crois que les stars NBA vivent de leur go-to-move justement pour durer sur 20 ans. Donc aujourd'hui, non, il n'a pas de go-to-move parce qu'il n'a pas envie d'en avoir un. C'est ça qui est fou avec Victor, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure dans son évolution. Mais je pense qu'il va en développer, en fait, tout simplement, et ça fait partie effectivement du travail. Et là, il y a plusieurs écoles, en fait. C'est est-ce que tu travailles juste un move et tu veux le perfectionner à fond, ou est-ce que tu essaies de progresser sur tout un tas de choses, ce qui fait que ta progression va peut-être être un peu plus lissé sur le temps, mais au bout du compte, je pense que c'est aussi le chemin pour devenir un joueur bien plus complet. Je te rejoins complètement sur les lancers francs. Là, je pense que c'est vraiment, il y a quand même quelque chose à rééquilibrer là-dessus, sur le fait de provoquer plus, d'autant plus qu'il a progressé dans sa réussite. Ça veut dire que le gars, il tire 10 fois derrière la ligne sur les 10 derniers matchs, mais il va sur la ligne, il provoque que 2 fautes. 3,5, c'est-à-dire, t'as un end-one, et une fois il y a faute, t'as 2 lancers. C'est quand même très très peu. Franchement, disons-le honnêtement, c'est très très peu pour un joueur de son calibre. Est-ce que le fait qu'il soit aussi grand, tu siffles pas moins de fautes aussi ? Je pense pas, tu vois. Yannis est très grand aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste dans ce que tu vas développer, ton spin, comment il va sortir et tout. Il y a des moments dans les 1 contre 1. Moi, ma théorie, c'est que les joueurs là sont tellement forts que si t'es dans le 1 contre 1, qu'il n'y a pas de prise à 2, il doit toujours y avoir soit un panier, soit au moins une faute. Et si tu rates, t'as évidemment le droit de rater quelques tirs, mais c'est des tirs, ça peut pas être une brique, ça peut pas être, tu vois, des énormes ratés parce que l'autre a trop bien défendu. En fait, personne peut trop bien défendre sur Victor Wembanyama. On rappelle quand même qu'à l'heure où on tourne, on n'est pas le jour où la vidéo sort, on a tourné un peu avant, donc d'un point de vue collectif, quand même, l'impact de Wemby est assez impressionnant. À l'heure où on tourne, ils sont à 50% de victoire, pas en play-in, mais ils sont à un petit match d'y être. L'équipe, évidemment, joue mieux cette année, notamment aussi par l'apport de Chris Paul. Et puis, on voit autour de lui quand même des joueurs qui s'éclatent. Ça doit être trop bien de jouer autour de Victor Wembanyama. Le meilleur exemple, c'est Stephen Cassell qui est dans la course, voire le favori pour le rookie de l'année. Et j'avais noté, il y a 7 joueurs à plus de 9 points autour de lui. Mais l'équipe est bien meilleure. Hein. Franchement, c'était attendu. L'équipe, l'année dernière, c'était une équipe de G-League avec quelques bons joueurs, Devin Vassell, Keldon Johnson, et des joueurs en devenir. Là, tu augmentes drastiquement le niveau avec l'arrivée d'Harrison Barnes et de Chris Paul. Ça, c'était une évidence. L'arrivée de Stephen Cassell en termes de talent, tout de suite, on voit la différence. C'est une équipe aussi qui se connaît mieux, qui joue mieux au basket. Sans Popovic, c'est quand même fou de se dire qu'ils ont un coach ultra jeune, Mitch Johnson, ultra jeune. Ils n'ont pas leur coach
Donc dans l'évolution de Victor, dans l'évolution de l'équipe, c'est quand même un truc, une embûche dans leur progression. Donc moi je donne beaucoup de crédit à ce qu'ils ont réalisé à l'intersaison et ce qu'ils sont en train de faire cette saison. L'objectif c'est d'être en play-in. Maintenant il faut être dans la course au play-in et ils y sont. Ouais, d'autant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cet objectif et en même temps, c'est pas au prix de la progression de leurs joueurs. Parce qu'en fait, un mec comme Harrison Barnes, il pourrait scorer beaucoup plus. En fait, si tu mets au centre de tout un tas de systèmes où tu le mets plus haut dans ta hiérarchie offensive, il pourrait marquer plus et en même temps prendre des opportunités de progresser des autres joueurs que tu as cités. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'est en train de faire San Antonio, c'est qu'il y a la volonté de progresser, mais sans brûler les étapes et de continuer à évaluer aussi le vrai potentiel des jeunes qu'ils ont, soit pour les garder, soit pour en faire des assets, parce que le moment où ils voudront faire un trade, ils auront tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place un trade. Ils prennent leur temps, ouais. Ça t'as raison, et j'ajoute que Devin Vassell qui est le deuxième plus gros talent, alors Chris Paul bien sûr, ou Harrison Barnes qui sont vieux de l'effectif, et sort du banc, a été blessé, a mis du temps à rentrer dans sa saison. Mais dans l'obtention de plus de victoires cette saison, lui, il va être ultra important et je l'imagine monter en puissance, qui fera du bien à tout l'effectif. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette deuxième saison des Spurs, et on l'a beaucoup reproché dans la première saison, c'est que ça y est, il y a des systèmes vraiment définis pour Victor et qui, je trouve, sont très efficaces. Celui qui le ramène à chaque fois tête de raquette, et là, une fois que tu as réussi à mettre Victor tête de raquette, soit il shoot, soit il va trouver la passe. Je trouve que ça y est, ils ont quand même progressé aussi on l'a observé, il y a encore des trucs à aller chercher, mais on tient quand même des systèmes qui marchent quasiment à chaque fois. Ouais, t'as raison, et pourtant, c'est peut-être des choses qu'on verra plus dans 10 ans. C'est ça qui est fou avec l'évolution de ces joueurs-là, c'est que le meilleur exemple d'après moi, c'est l'évolution de LeBron. Donc tu regardes LeBron, Cavs, ils vont en finale 2007, il va chercher son premier titre ses 2 premiers titres de MVP d'ailleurs, là-bas, Mike Brown et tout. Tu regardes le joueur qu'il était et le joueur qui va devenir sur son deuxième passage, mais gros, c'est un autre mec. Il passe d'un arrière scoreur qui prend des grands Tigers, qui joue, qui est fou, qui est cinglé, bon, qui fait des passes parce qu'il est trop fort, à un meneur de jeu qui a tout le temps la balle en main. Donc c'est ça qui va être passionnant dans la suite de Victor et dans sa progression. C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça se trouve qu'il fera que des trucs différents dans 10 ans. Hein. Dans très longtemps. Mais je te rejoins, en tout cas, dans le coaching staff, essaie de le mettre dans les espaces où il peut scorer. Bon, tant mieux. Et on l'a beaucoup aussi pointé, mais positivement, ça reste un leader vocal. Là, ils ont encore perdu. C'est où il laisse filer la victoire, je me souviens plus. Directement derrière, il dit la discipline, on n'y était pas. J'aime bien. On parlait d'Yanis, leader vocal. Victor, il a quand même cette qualité. On l'a toujours vu. C'est un mec qui entraîne les gens avec lui. Ouais, manifestement, et c'est l'autre truc en fait. Il a cette capacité à être fort, mais sans forcément tirer. Alors, faudrait être dans le vestiaire pour voir comment les mecs le ressentent. Mais tu vois, moi, j'ai pas l'impression qu'il tire la couverture à lui plus que ça. Je trouve ça intéressant aussi de le voir développer des automatismes un petit peu avec ses partenaires, des connexions, pas simplement avec Chris Paul, avec tout le reste de l'équipe. Donc, voilà, ce qui est dur en fait avec ce joueur, c'est que ce que tu dis, on oublie que c'est sa deuxième saison NBA, on oublie l'âge qu'il a, il vit dans un pays qui n'est pas celui dans lequel il a grandi. Il y a tout ça qui est en train de se mettre en place en même temps. Les gars, c'est sa deuxième saison NBA. Est-ce que c'est sa première saison All-Star ? Il a intérêt, hein. Enfin, ils ont intérêt à l'envoyer. Hein. Déjà, je suis curieux par rapport au All-Star Game de voir sa popularité. On sait que tout le monde l'adore, nous les premiers, machin, il est fantastique. Maintenant, j'ai envie de voir dans les votes. Parce qu'il a une concurrence extraordinaire sur le front court. Donc, il est en concurrence avec LeBron, KD, Jokic, Anthony Davis, Şengün, voilà. Les premiers Sabonis. mecs qui nous viennent, Sabonis. Donc, dans les votes, j'ai hâte de voir si les fans vont le mettre premier. Bon, premier peut-être pas, mais deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc déjà, ça donnera sa cote de popularité. Ensuite, s'il n'est pas dans le 5 majeur, au vu de la progression qu'il a, de la hype qu'il a, je continue à croire que l'année dernière, c'est une énorme faute de goût qu'il n'ait pas fait le All-Star Game, parce que le All-Star Game, c'est aussi la NBA qui met ses joyaux en avant. Il n'a pas été là-bas. Heureusement, il y avait la Rising Star, donc on l'a quand même vu, mais tout le monde a ça en tête. Il progresse, ses stats vont continuer à augmenter. J'ai très très peu de doutes sur le fait que les résultats collectifs suivent, ils sont à 50%. J'ai très peu de doutes sur le fait qu'il soit All-Star Game, moi perso. Moi, c'est pareil, je pense qu'il y sera. Je sais pas s'il sera quand même voté par les fans. Ça, ce serait peu probable. Voilà, le fait aussi de jouer quand même à San Antonio, le fait d'être français, hein, tout ça joue aussi quand même en NBA. Par contre, oui, comme toi, moi, pour des raisons sportives et comme pour des raisons de communication, marketing, je serais très très étonné qu'il soit pas sélectionné par les coachs. Est-ce que tu crois que le fait que je sois français, justement,
Yanis n'a pas complètement cassé ce truc d'en fait, on s'en fiche d'où viennent les mecs. Alors, c'était pas à ce moment-là de sa carrière, mais Yanis, quand il est voté capitaine à la conférence Est et que c'est même le visage de la NBA, voilà, en 2020-2021, quand il gagne tout, là, on s'en fiche un petit peu qu'il soit étranger, non? J'allais chercher ses votes quand même de la saison dernière, c'est intéressant. La saison dernière, Dommage parce que c'était une super question que je lui avais posée, mais vas-y. Pardon, non mais juste... Pour casser pour sa merde, quoi. Non, ça a été son propos. L'année dernière, il avait 800 000 votes. LeBron était à 5 millions, Jokic 4 millions 5, KD 4 millions 4, AD 2,7. Il y a du chemin, quoi. Sengun 1,8, Kawhi 1,7 qui y sera pas, et Paul George 1 million de votes. Qui sera pas non plus, je te rassure. Donc il était quand même loin, voilà pour. Ouais, mais il avait quand même 800 000 votes, tu vois, tu vois, ça fait. Il était quand même dans la liste des top 10. Ouais. L'année dernière, il était 8ème, je crois, au vote. Un truc comme ça, bref. Et pour la question que tu me posais, en fait, Pardon, alors, du moins pour le très grand public américain, je veux pas faire de raccourcis, mais j'ai l'impression que la France, c'est un pays identifié de l'Europe, en fait. Alors que tu vois, honnêtement, j'ai l'impression que finalement Jokic ou Yanis, c'est des joueurs européens pour les fans lambda américains. La France, ils savent ce que c'est, et ça veut pas dire que il y a des joueurs qui ont été appréciés. Tony Parker a été globalement apprécié par le public américain. Mais depuis plusieurs années, quand même, il y a quand même, j'ai l'impression, que, notamment autour de Rudy Gobert, un stigmate qui est revenu français, etc., qui a été remis sur le devant de la scène. C'est pour ça que je ne sais pas dans quelle mesure. Je pense qu'il y a des gens qui doivent l'adorer ou le trouver incroyable. Et comme toujours, il y a toujours un retour de bâton à un moment. Et là-dessus, je ne sais pas si le fait d'être français sera un avantage. En tout cas, les Européens n'ont pas trop ce problème. Tu vois, Luka, toutes les superstars de toute façon sont européennes et ils n'ont pas ce problème-là. Mais le fait d'être français avec tous les stéréotypes que les Américains ont, on se la pète, machin. Bon, il y a aussi le bon côté, le luxe, le flow, le machin. J'ai envie de croire que sa personnalité et son anglais parfait va servir, ces deux facteurs vont servir à qu'il n'y ait pas de retour de bâton comme Rudy Gobert. Et la base aussi de San Antonio qui est une énorme quand même base de vote. Fanbase. Hein. Ouais, une fanbase énorme. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ils ont que ça à faire de toute façon. Horrible. C'est énorme, c'est clair. Voilà, à part continuer à faire grandir le mur de Donald Trump pour arrêter les jeunes Mexicains à passer la frontière. Quelle histoire! Tout ce que tu es en train de faire, c'est retirer des votes à Victor. Donc, soit tu continues. Parce que tu penses que les Américains nous écoutent? Ils traduisent la vidéo. C'était une blague, hein, je préfère le dire. Donc, d'un point de vue comptable, on est d'accord que c'est un joueur All-Star? Oui. D'un point de vue comptable, les meilleurs contreurs NBA, le mec, j'espère qu'il va y aller. Hein. D'un point de vue hype, c'est un joueur All-Star. Oui. Et d'un point de vue valuable, c'est sur son équipe, en tout cas, c'est un joueur All-Star. On voit ses meilleures marques de la saison. C'est aussi important parce qu'il a fait un match à 50 points. On s'en souvient, c'était contre Washington et Alexandre Sarr. 34 points, 11 rebonds, 11 passes, 14 rebonds, pardon. 34 points, 14 rebonds, 6 passes, 3 blocs. 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 rebonds, 5 steals. Ça, c'était le 5-5-5. Enfin, le 5x5, c'est assez énorme de le faire en NBA. Et puis le match à 9 contre. Moi les gars, je veux juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'il a encore trop de matchs à moins de 20 points et les joueurs qui sont All-Star Game ne font pas autant de matchs. Sur 21 joués, il en a 7 à moins de 20. Avec beaucoup au début. Ouais, avec beaucoup. Sur les 10 derniers matchs, il en a un petit peu moins, mais t'as raison. Mais je crois que ça, c'est l'évolution que t'as au fur et à mesure. C'est que tu vois, c'est le volume du nombre de ballons que tu joues et le nombre de mauvais matchs que tu fais qui fait que t'as une progression au-delà même de ce qu'on voit dans les matchs. Et oui, ça reste un jeune joueur perfectible. Mais t'as raison, le jour où il fait plus de matchs sous les 20 points, je pense qu'on pourra parler de 3 lettres. Et pas ASG, si tu vois ce que je veux dire. Ce serait MVP. MIP, évidemment. Voilà. Donc, tous les deux, vous le mettez All-Star? Oui. Ouais. Bon, très bien. Est-ce qu'on le met aussi défenseur de l'année? Il y a moins de questions, peut-être? J'espère. Hein. En tout cas, tout le monde l'attend pour être défenseur de l'année. Oui, ça serait la logique. Moi, j'aimerais... Je vais attendre quand même que la saison avance là-dessus. Je trouve il y a toujours cette question, tu sais, est-ce que les intérieurs sont un peu valorisés dans ces classements, dans l'impact défensif mesurable en fait qu'on peut avoir. Il y a des joueurs sur les postes extérieurs qui font vraiment des choses intéressantes. Moi, j'adore Dyson Daniels d'Atlanta, mais ceci étant dit, je pense qu'il y a une certaine logique. L'an dernier, il finit 2e dans le vote. C'est complètement... Avec la pire défense de NBA. Ouais, c'est complètement ouf pour un rookie. Donc, on sait que ça ne sera pas Rudy Gobert cette année. Il peut faire les stats qu'il veut. Ça ne sera pas lui. Et les votants ne voteront pas pour lui. Donc, il y a de bonnes chances quand même. Ils sont 19e défense au rating. Voilà, c'est à prendre en ligne de compte. Ils ont progressé, diront certains. Ouais. Mais oui, je te rejoins. Il change trop le jeu de toute manière lorsqu'il est sur le terrain. Tout le monde le ressent, tout le monde le dit. T'es largement meilleur scoreur de la NBA. Il y a personne qui est à 3. Hein. Kessler est le 2e, mais personne sinon qui est à 3 contre. Donc voilà, à voir, sauf s'il y a une surprise. En tout cas, il a été élu joueur de novembre en défense. Ouais, avec Dyson Daniels. Mais après, le mec est trop visuel aussi, ça c'est de la triche. Il y a un moment donné, ces comptes là...
Un compte vaut un vote pour moi, donc c'est assez facile pour lui. Voilà, en tout cas, nous on le voit tous être All-Star dès cette saison, donc dès sa saison sophomore. Vous nous dites dans les commentaires si vous voyez Victor être All-Star dans un premier temps et ce qui sera aussi défenseur de l'année. Voilà, vous nous dites tout ça en commentaire. Et puis les votes vont bientôt ouvrir là. Mais exactement. Je pense ils ont déjà ouvert. Je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça a déjà ouvert. Donc allez voter pour Victor si vous l'avez pas encore fait. Il va falloir que les Français s'y mettent aussi si on veut le voir au All-Star Game. Allez, passez de bonnes fêtes. Ou alors si elles sont déjà passées, bonnes fêtes. Allez, bonne année. Et bonne année. Et puis bravo Victor, à bientôt.